Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Peut-on nettoyer le web? On va répondre à cette question aujourd'hui avec mon invité, Didier Frochot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert d'Internet et du droit du web, juriste et puis fondateur des Infostratèges. Alors, vous avez monté les Infostratèges, un cabinet dans la veille de réputation sur Internet. On parle d'e-réputation. Tout ce qui est e-réputation, effectivement. Alors justement, l'e-réputation, ça regroupe quoi? De la surveillance, mais quoi exactement? Alors, l'e-réputation, déjà la définition, c'est la réputation, i comme électronique, c'est-à-dire la réputation que les entreprises, les personnes, les marques ont sur Internet. Voilà. Donc, il est certain que si une entreprise veut savoir quelle est son image sur Internet, il y a intérêt à faire de la veille. Ouais. Voilà. Et c'est une de nos missions, un des piliers des prestations de services de notre société, c'est la veille image, c'est-à-dire que nous avons des outils de veille, nous venons, mon associé et moi, du monde de la veille, et donc nous avons des outils de veille et nous pouvons assurer une veille image pour des clients, notamment des clients qui sont des entreprises, du grand compte, société cotée au SBF 120 jusqu'à la PME. Voilà, c'est essentiellement pour les entreprises parce que ça nécessite évidemment quelque chose de suivi à l'année. Un particulier peut rarement s'offrir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a du contenu négatif? D'ailleurs, c'est quoi le contenu négatif? Ça va être uniquement des mauvais avis ou ça va être même Non, parce que ça peut être plein de choses. Ça peut aller de la personne qui a été l'objet. C'est comme ça, historiquement, c'est comme ça qu'on a commencé en 2004, dès avant la création de la société, avec mon futur associé. C'est un client qui avait été pris dans une affaire judiciaire par erreur. Il a été poursuivi, traîné en justice sur dénonciation, et puis il a été totalement blanchi. Il avait été obligé de s'exiler hors de France, de fermer toutes ses sociétés. Il était revenu en France. On développait certains des sites Internet. À l'époque, on faisait beaucoup de création de sites Internet. Et à partir de là, il nous a demandé si on ne pourrait pas faire quelque chose pour son cas, parce que certes, il avait été acquitté, blanchi, et il s'était réinstallé en France, mais tous les échos de son affaire était resté en ligne. Mais c'est des pages de presse, des articles. Alors comment on fait pour les supprimer? Eh bien, il nous a demandé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et c'est là qu'en tant que juriste, j'ai inventé le nettoyage juridique sur Internet. Et donc ça consiste en quoi? Ça consiste à contacter les éditeurs des contenus, les responsables des contenus. Alors, pour un organe de presse, évidemment, c'est l'organe de presse lui-même. Plus spécialement, d'ailleurs, aujourd'hui, on s'adresse directement au service juridique des organes de presse. En général, ils en ont, du moins les grands organes de presse. Mais ça peut être aussi bien un blogueur, ça peut très bien être un titulaire d'un compte social ou autre. Et on lui demande de retirer les contenus sur des bases juridiques. Alors, il y a toute une panoplie d'arguments juridiques qu'on peut utiliser. Et vous y arrivez à tous les coups? Ils ne peuvent pas refuser? Alors, c'est à la bonne volonté. S'ils s'entêtent, on tombe sur des... Rarement pour les organes de presse, mais on tombe sur des gens qui s'entêtent, notamment des blogueurs qui connaissent rien au droit et qui ne savent pas que ils ont des droits à respecter, etc. Oui, c'est ça, les influenceurs. Parce que les organes de presse sont obligés de respecter, mais les influenceurs... Non, les pires, c'est les sites militants. Voilà, c'est les sites militants qui vont s'arc-bouter parce que dès qu'on touche à leur liberté d'expression, et comme dans leur idée, ils ne sont pas forcément juristes, qui s'imaginent que la liberté d'expression, c'est un droit absolu, ce qui est loin d'être le cas, et vous le savez dans le monde du journalisme, de toute façon, on sait très bien qu'il y a des règles de déontologie et il y a des choses de ce genre. Donc là, c'est effectivement... on évalue en gros à 90 à 95% de réussite depuis le début de nos activités, c'est bientôt 20 ans. On fêtera nos 20 ans en 2024. Donc ça, c'est pour effacer tout le contenu négatif. Voilà. Mais il y a aussi la veille. Alors la veille, on peut se demander comment vous faites pour faire cette veille. Alors sans nous donner la recette, mais ça consiste en quoi? La veille, c'est très simple. On utilise une plateforme de veille, c'est-à-dire un gros moteur de recherche privé.
avec une société avec laquelle c'est eux qui le font tourner, c'est notre prestataire principal, enfin c'est un de nos gros prestataires, et donc ça tourne en permanence. Eux, ils ont des machines qui tournent en permanence, qui s'alimentent aux différents autres moteurs de recherche qui existent sur la planète, et puis on peut leur demander de suivre plus particulièrement tel compte social, tel autre compte ou autre, voilà, et la plateforme tourne en permanence, et nous recevons des alertes horaires. C'est-à-dire, toutes les tranches horaires dans lesquelles il y a quelque chose qui est tombé, on est prévenu. On reçoit un mail. Donc, on est tout à fait en capacité pour un client de repérer très rapidement s'il y a quelque chose de négatif qui sort. Et comment vous interprétez ça par rapport à la tranche horaire ? Vous savez, c'est relativement facile. Alors après, il y a un savoir-faire de veille. C'est-à-dire qu'en matière de veille, on a aussi ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire, par exemple, un tweet un peu grincheux, qui reste dans la limite de la liberté d'expression, mais s'il y en a un, plus 2, plus 3, et qui ne viennent pas des mêmes auteurs, on se dit là, attention, on va peut-être prévenir le client, il y a quelque chose, est-ce que ce n'est pas le prélude à une crise médiatique, voyez, ou des choses de ce genre. Oui, quand c'est des clients qui font part de leur mauvaise expérience, par exemple. Alors, ça peut être des clients. Alors là, les clients. Tout dépend, parce que c'est toujours la question de la liberté d'expression. Effectivement, moi, j'ai souvent expliqué à des clients qui nous contactaient, mais monsieur, on ne va pas faire votre travail si vous faites des produits qui ne sont pas de bonne qualité. C'est pas chez nous qu'il faut venir nous demander d'effacer parce que vous n'êtes pas bon. En revanche, si vous arrivez à prouver très souvent dans les offres qu'on fait, dans la mesure où vous nous apportez des éléments pour nous montrer que les avis sont abusifs, ou mensongers, ou diffamatoires, ou dénigrants, enfin on a toute la panoplie juridique, etc. Mais c'est très rare. Alors en général, on a même des techniques pour mettre un petit peu sur la touche des clients qui, je me souviens d'un cas comme ça, d'un client qui utilisait des choses qui n'étaient absolument pas légales, et on lui a demandé de nous apporter la preuve qu'il avait cessé, ses pratiques. On n'a jamais plus de nouvelles de lui. Ouais. C'est une manière d'éliminer sans refuser au client, parce qu'il y a aussi à l'autre bout, il y a le refus de vendre. Il faut justifier le fait qu'on ne veut pas travailler pour un client. Mais donc des avis abusifs, c'est pas la cause n'est pas perdue. On peut quand même, vous pouvez quand même tirer vos clients de là. Et alors, est-ce qu'on peut créer une image positive en partant de zéro, et ça en combien de temps ? Est-ce que vous faites aussi plusieurs mois. Alors nous, il nous arrive de forger une image. Alors dans la mesure, il arrive que donc. D'abord, on a la veille, vous l'avez dit, on a la veille. Ensuite, on a des missions ponctuelles ou liées à la veille ou des missions ponctuelles pour des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont de mauvais avis ou qu'ils ont des difficultés ou qu'ils ont été, il y a 20 ans, condamnés pour escroquerie, ils ont payé leur dette à la société et puis ils ont du mal à se réinsérer dans la société parce que ça reste sur Internet, etc. Ça aussi, ça fait partie des choses. Tout le monde peut avoir fait des bêtises dans sa vie, y compris sanctionné judiciairement. Voilà. Alors... ensuite, lorsqu'on n'arrive pas, il y a des cas très rares, de plus en plus rares aujourd'hui, des cas où on ne peut pas nettoyer. Alors, le nettoyage, entendons-nous bien aussi, j'en profite pour le dire, parce que certains de nos confrères mettent sur leur site qu'ils font du nettoyage. Si vous regardez ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils font du noyage ou de l'enfouissement. Et ça, c'est nous, ce que nous pouvons faire quand on ne peut pas vraiment arriver à nettoyer. On peut avoir une mission de création de contenu, positif, évidemment. Le contenu négatif soit relayé aux pages. Voilà, ça va faire. Et on s'arrange pour que les contenus que nous publions, puisque nous venons aussi du monde du web, la création web et autres, on s'arrange pour que ces contenus soient très bien référencés, mieux référencés que les contenus négatifs. Alors quand c'est un article du Monde qui est négatif, je vous dis pas que c'est pas simple parce que je vous dis pas que c'est facile plutôt pour être précis parce que évidemment un organe comme Le Monde ou Libération ou le Parisien sont extrêmement bien référencés. Donc en général on dissuade les gens, on leur dit non, on va essayer de nettoyer, puis sinon voilà. Mais il arrive, mais il faut au minimum 3 mois de publication de contenu positif. Par exemple, créer un blog.
pour le client, un blog où il parle de toute autre chose que de ses activités, mais par exemple de ses hobbies, etc. Vous voyez, on a créé un blog comme ça pour un type qui était un passionné de poker, et mon associé a passé plusieurs mois à faire des publications sur le poker pour le compte du client, etc. Mais il n'empêche que tout cela arrivait à noyer des contenus qui étaient à l'étranger et qu'on ne pouvait pas noyer autrement parce qu'il fallait faire jouer d'autres droits aux antipodes, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça, donc on avait choisi ce genre de choses. Et il y a une vraie guerre de l'information, justement. Comment faire le tri entre le vrai et le faux sur le web quand on est simple observateur et que ce n'est pas répréhensible, parfois le faux, mais c'est faux. Rien que sur les avis de consommateurs, la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes du ministère des Finances, estime à 30% les faux avis de consommateurs. Et vous savez qu'au terme du Code de la consommation, il est interdit et pénalement réprimé de se faire faussement passer pour un consommateur. Ce qui fait, au passage, et je le dis éventuellement pour les gens qui nous regarderaient, cette vidéo, on nous demande parfois, vous ne pourriez pas publier des avis positifs parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser des avis négatifs. Eh bien non, parce que publier un avis positif, se faire faussement passer pour un consommateur, alors qu'en fait, moi, je serais dans ce cas-là le mercenaire du commerçant, hors de question. Et ça, moi, je renvoie... Une fois comme ça, j'ai mouché la personne. Dites-moi, il m'appelle au téléphone, dites-moi, c'est bien vous qui créez des avis positifs? Ah non, monsieur, c'est hors la loi. Silence au téléphone, et puis je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais ça a vite tourné court. Donc moi, je ne fais que des choses juridiques, je suis juriste, je ne peux pas, vous savez, on ne s'en fait pas. Je reste dans justement, le droit du web, il s'est suffisamment adapté? Il n'arrête pas de s'adapter, il s'adapte énormément. Alors, en matière d'avis de consommateur, c'est encore un peu poussif, c'est encore un peu difficile. Je ne vous cache pas qu'il y a un gros caillou dans notre chaussure, c'est les avis Google. Car ça, Google ne veut strictement rien savoir. Oui, mais Google ne se plie pas forcément. Ah non, absolument pas. Nous, on refuse quand on a des clients qui nous disent, voilà, on a des avis négatifs sur Google. On dit, si vous connaissez le client, si vous avez reconnu le client, vous avez son adresse, on peut lui envoyer un courrier recommandé pour le mettre en demeure de retirer, etc., toujours avec l'arsenal juridique. Bon. Mais si on peut pas, on va pas s'amuser à essayer de négocier avec Google parce qu'on sait très bien que le grand sport de Google, c'est de répondre à côté. Donc c'est la perte de temps, en se disant ils vont se fatiguer avant nous. Donc c'est extrêmement difficile. Voilà. Ça, c'est pour ça que c'est un gros écueil et c'est une vraie plaie. Alors il y a quand même un avocat très futé qui a réussi à faire sauter une fiche Google là. Parce que c'était la fiche d'un professionnel de santé, donc à son nom personnel. Et sur la base du règlement général sur la protection des données, il a réussi à le faire sauter devant un tribunal judiciaire. Mais l'histoire ne dit pas, et moi-même je n'ai pas pu le savoir, si, à mon avis, Google a fait appel. Oui, il peut y avoir des suites. En tout cas, vous avez un site, votreréputation.com, qui est destiné au grand public. Et puis donc le cabinet de conseil que vous avez monté, les infos. Qui est destiné à tout public, au grand public ou autre. Alors, effectivement, on travaille un peu pour les particuliers aussi, mais essentiellement pour les entreprises. Eh bien, merci beaucoup. Veille et nettoyage. Merci Didier Frochot. C'était donc les infos stratèges. Je vous remercie aussi. Merci de votre accueil. C'était Itinéraire Entreprise. À bientôt pour une prochaine émission.